Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Je vais vous rassurer, ou pas d'ailleurs, je ne vais pas être bref. Alors comme chaque année, la présentation du ROB, du rapport d'orientation budgétaire, c'est un moment important de la vie de la commune. Et comme le dit l'article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, il a pour objectif de donner des orientations budgétaires, comme son nom l'indique, bien évidemment, les engagements pluriannuels envisagés, on y reviendra, ainsi que les structures et la gestion de la dette. Il me paraissait utile de vous faire ce rappel, fastidieux certes, mais ô combien important, puisqu'il nous permet de comprendre ce qui aurait dû être fait lors de l'élaboration de ce rapport. Pour rappel, ce document, il est par nature politique, donc on ne pourrait pas en tenir grief aux agents du service finance, qui ont fait un travail remarquable de collecte et d'analyse de données financières, et je les en remercie. On pourrait résumer ce rapport en 3 parties. La première partie, un peu comme chaque année d'ailleurs, c'est le bureau des pleurs. Tout d'abord, on a droit à des graphiques brocardant la fiscalité française et la comparant à celle d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, les États-Unis ou le Japon. Mais comparaison n'est pas raison. En France, la dette publique, elle est de 111,8%. Au Japon, elle est de 240%. Est-ce qu'on doit en déduire que le Japon est en faillite? À mon avis, non. En Allemagne, elle est de 65,7%. Alors, c'est oublier un modèle social complètement différent, avec des jobs à 1 euro, des disparités sociales et salariales beaucoup plus prononcées, et des structures scolaires et surtout maternelles qui ne permettent pas l'épanouissement professionnel et surtout l'émancipation des femmes. Aux États-Unis, enfin, l'impôt sur les sociétés, il est en moyenne de 39%, alors qu'il n'est que de 25% en France. Alors, est-ce qu'à vos yeux, la France est toujours un traquenard pour les entreprises? A priori, non. Par ailleurs, le système fiscal américain n'est absolument pas comparable, puisqu'il va dépendre des États, et qu'en plus, le système de santé est profondément injuste. Alors, si pour vous, un pays où on doit vendre un rein pour soigner un œil, c'est un exemple à suivre, dites-le nous, on en prendra acte. Vous nous expliquez 15 pages durant que l'État se désengage et abandonne les collectivités locales, notamment Asnières. C'est en partie vrai, mais la réalité, elle est tout autre. Vous avez sciemment accéléré cette baisse des dotations en favorisant la gentrification de la ville, l'embourgeoisement, si je puis dire. Sans entrer dans le détail des modes de calcul, et je le répéterai chaque année, parce que vous n'arrivez pas à le comprendre, en fait, pourquoi vous avez une baisse des dotations globales de fonctionnement, a priori. Mais bon, que cela soit la dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité urbaine, la DSU, ou la dotation nationale de péréquation, je vais vous rappeler quelques principes élémentaires. Ces dotations, notamment la DSU et la DNP, se calculent sur le potentiel financier par habitant de la commune, le nombre de logements sociaux et ou les prestations sociales versées. Et c'est là que le bât blesse. Vous avez fait le choix de densifier la ville et de gâter les catégories socio-professionnelles les plus élevées par une bétonisation tous azimuts. Ce faisant, par conséquent, le potentiel financier par habitant a augmenté. Les dotations ont baissé de façon bien plus significative qu'elles n'auraient dû. Eh oui. En 2023, elles ont un peu augmenté, certes, mais c'est un effet en trompe-l'œil. En effet, c'est dû à une augmentation de quasiment 2000 habitants en 2023, et non pas par la proportion d'habitants au revenu moyen, voire modeste. Le serpent se mord la queue, donc. Vous voulez récupérer des marges de manœuvre financières? Respecter l'équilibre et la diversité locale de notre ville. Développer le parc de logements sociaux. 70% des habitants d'Île-de-France peuvent y prétendre, dois-je vous le rappeler. Vous constaterez d'ailleurs que ce choix n'est pas seulement idéologique ou moral, il est aussi financièrement cohérent. Cela vous évitera d'ailleurs de continuer à céder le patrimoine communal en dessous du prix du marché, comme vous l'avez fait lors du précédent conseil avec la cession d'un appartement situé en plein centre-ville, rue Roger-Poncelet, et qui aurait pu être utilisé pour accueillir des familles en grande précarité ou des femmes en situation de violence conjugale. Je pose donc encore la même question que l'année dernière et les années précédentes. Comment ferez-vous quand il n'y aura plus rien à vendre? La deuxième partie, elle, consiste encore une fois à mettre en exergue une supposée bonne gestion de l'équipe Schliemann face à une soi-disant mauvaise gestion de l'équipe précédente. 10 ans après, vous nous chantez toujours le même refrain,
comme quoi les impôts locaux auraient été injustement augmentés et que vous auriez, entre guillemets, nettoyé la dette de la commune. Et c'est encore une fois oublié que l'équipe précédente a hérité d'une situation financière extrêmement difficile, avec une dette de 200 millions d'euros, ce qui est le double d'une commune de la même strate. Mais qui plus est, une dette composée à plus de 90% d'emprunts pourris, indexés entre autres sur le franc suisse ou les performances des collectivités locales américaines. Et qui avait souscrit ces emprunts? L'équipe Aeschlimann entre 2001 et 2008. Nous continuons à subir ce choix aberrant et cette fameuse hausse des impôts locaux vous arrange bien quand on l'avait fait à l'époque, parce que bien que vous la trouviez injuste, vous n'êtes jamais revenu dessus quand vous êtes revenu aux affaires en 2014. La troisième et dernière partie, qui, si l'on respecte l'essence du débat d'orientation budgétaire, devrait être la plus importante. Elle concerne l'investissement. Ça tient en 7 pages. 7 pages sur 50. C'est effectivement plus facile de se désendetter quand on n'investit pas. Et dans cette rubrique, on trouve des opérations qui auraient dû être commencées il y a des années, mais qui, a priori, échéance des municipales qui se rapprochent, voient leur agenda soudainement s'accélérer. Je pense là au groupe scolaire de la ZAC Parc d'Affaires, la nouvelle école maternelle RPC Gilbert, la construction de nouveaux gymnases sur le site à Forp et une nouvelle école rue Buffon. Alors rappelons que ces projets, nous, élus de l'opposition, quel que soit le groupe d'opposition, nous ne les découvrons que dans le cadre de ce rapport d'orientation budgétaire. Il n'y a aucune réunion d'information et encore moins de concertation. Peut-être que les riverains et usagers éventuels auront droit à une réunion publique où on les informera de ce qui a été déjà décidé dans cette chambre d'enregistrement qui est devenue ce conseil municipal. Vous persistez à ne pas présenter aux Agnérois un plan pluriannuel d'investissement sous prétexte que ça ne s'est jamais fait à Agnières ou que cela serait contraignant. Mais contrairement à ce qui a été dit en commission mixte, il y a déjà eu un PPI. C'était pendant la mandature de M. Pietrasanta, à l'époque, et à laquelle d'ailleurs a participé Mme Josène Fischer. Ce PPI vous a été fort utile pour commenter et même souvent critiquer notre action. C'est le jeu de la démocratie et un exercice auquel doit se plier toute majorité qui se respecte. Un PPI permet de baliser un mandat, même si des événements inattendus peuvent intervenir et bouleverser ce PPI. Qui aurait pu prévoir la pandémie de Covid en 2020? Qui aurait pu prédire la guerre en Ukraine? Qui aurait pu envisager la baisse drastique des dotations de l'État aux collectivités mises en place par M. Sarkozy? Qui aurait pu entrevoir l'explosion des taux des prêts toxiques contractés par M. Aeschlimann? Finalement, on marche à l'aveugle. Nous avons juste un cours magistral de macroéconomie pendant 15 pages, une ébauche de comptes administratifs pendant les 15 pages suivantes, un publi-reportage sur la soi-disant bonne gestion financière de la ville, et enfin, pendant 7 pauvres pages, soit moins de 15% du document, les perspectives d'investissement. Alors je ne rentrerai pas dans le détail parce que j'attends avec impatience, on attend tous avec impatience le budget, mais je finirai par une seule question, et là aussi j'attends avec impatience votre réponse. Je n'ai rien vu à ce sujet dans ce rapport d'orientation budgétaire. Avez-vous ne serait-ce qu'envisagé une politique sociale pour les Agnéroises et les Agnérois? Je vous remercie. Bien, toute l'opposition a pu s'exprimer. On va apporter des réponses, alors pas des réponses systématiques à tout, parce que sinon on en a pour la nuit, mais des réponses synthétiques vraiment. Et voilà, et on ne va pas repartir sur des dialogues, sur des débats, sur des choses. Enfin, le but, c'est pas de polémique, hein, donc des réponses objectives. Alors, les réponses objectives, elles peuvent être contradictoires avec ce qu'on a entendu de l'opposition, parce que comme selon l'opposition tout est mal et qu'on ne fait rien, bah évidemment, on n'a pas tout à fait le même point de vue. Mais les Agnérois non plus d'ailleurs, hein, bon. Et les organismes de classement non plus, mais bon. Mais en tout cas, voilà, apportons quelques éclairages objectivement, et puis ensuite on passera au vote et au point suivant. Alors, on commence par, on va passer dans l'ordre. Cyril Reclus, ensuite Thomas Doublic, Cyril Reclus, maire adjoint, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Je répondrai seulement sur 2 points. D'abord sur la partie commerce, quand il est question de manque de communication sur les marchés. 2 sujets. Sur le marché de la République, on entend depuis quelques mois que nous avons fermé un marché, que nous allons enlever des choses à des habitants.
Donc je suis dans le regret, et même je suis triste de vous annoncer ça, qu'en fait le commerçant, en tout cas qui était sur le marché de la République, a donné sa démission il y a 2 semaines, parce que c'est tellement dur, il a aussi peu de clients, qu'il a voulu donner sa démission, parce qu'en fait il ne travaille pas assez. Donc à un moment, et quand on l'a appelé, on va lui octroyer, en tout cas il nous a demandé, et on a répondu positivement, pour l'amener sur un autre marché, en tout cas, et sur le futur marché Place Beltrame. Il en était très heureux. Enfin, sur le sujet, en tout cas, du marché Flasha, on n'aurait pas consulté les Agnérois. Il me semble que les Agnérois ont voté en 2020 et il était dans le projet municipal. Si, il était dans le projet municipal, en tout cas, ce food court. Et, en tout cas, on échange avec les commerçants. Les commerçants, on a un poissonnier qui souhaiterait rester et on va lui permettre de rester en lui octroyant un droit de voirie pour qu'il puisse, devant la halle Flasha, en tout cas, continuer, qu'il n'y ait pas de rupture, en tout cas, et qu'il garde sa clientèle. Nous, on échange avec les gens, on parle, et quand il y a des solutions à trouver, on le fait. Enfin, sur le point de la jeunesse, j'entends que la jeunesse est oubliée. Alors là aussi, je suis extrêmement étonné, parce que cette année, on va augmenter 50% le nombre de jeunes qui partiront dans les séjours jeunesse. On va aussi augmenter de 50% le nombre de jeunes pour lesquels on finance les sessions BAFA. On triple le budget des instances participatives pour permettre ce que vous appelez un budget participatif. On va mettre en place une fête de l'Europe, on va mettre en place une carte européenne de la jeunesse avec Hugo Huet pour que les jeunes aient des cartes de réduction, en tout cas chez nos commerçants. Il y a des projets culturels, il y a Agnières Gaming, il y a Agnières Manga. On va passer une délibération aujourd'hui sur l'accompagnement des jeunes exclus. Il y a des projets handisport. Je pourrais encore continuer et faire une liste à l'après-vert. Beaucoup est fait pour la jeunesse, beaucoup sera fait cette année et beaucoup encore sera fait dans les années à venir. Je vous remercie. Oui, vous disiez effectivement, justement, Monsieur Reclus, qu'il y a un certain nombre de projets qui sortent aujourd'hui ou qui sont sortis dans les années passées, qui ont eu l'aval des Agnérois lors des élections. Et c'est vrai que notamment le foot court, la halle Flasha, c'était effectivement un des engagements de la campagne électorale, tout comme d'ailleurs l'espace vert dont on parlera tout à l'heure, tout comme les autres sujets aussi. Donc la concertation, c'est pas remettre en cause tous les projets qui ont été validés par des électeurs au cours d'une élection où nous avons été élus, je le rappelle, dès le premier tour très, très largement. Dans les quartiers, en tout cas, les personnes concernées ont validé ces projets. Alors après, la concertation, c'est d'avancer ensemble sans remettre en cause le projet, mais sur son organisation, sur sa co-construction, et on fait beaucoup de co-construction, en tout cas avec ceux qui le veulent. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui considèrent que la concertation, c'est s'opposer à un projet, c'est le remettre en cause, c'est leur redemander leur avis à un petit groupe, alors que globalement tout un quartier a validé le sujet il y a maintenant 4 ans, c'est pas ça la concertation. La concertation, sinon on n'avance pas. Bon. Donc, mais la concertation, c'est effectivement être en capacité de demander à chacun de participer, en tout cas ceux qui veulent faire de façon constructive. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Avant de laisser la parole à Thomas Doublic, sur effectivement la démocratie locale, on a, il y a quelques jours, organisé avec Barbara Trottenard et puis d'autres élus, une session pour les vœux, justement, aux organismes de démocratie locale. Et vous leur faites un peu injure, là, Monsieur Géanin, en considérant qu'ils n'existent pas, parce qu'on a des conseils consultatifs de quartier avec des gens qui sont très actifs. On a le conseil économique et social de la ville avec des gens qui bossent aussi beaucoup. Puis on a nos conseils de jeunes. Voilà, donc ça c'est la démocratie effectivement participative locale qui fonctionne très bien. Et puis, sans qu'il y ait ces instances-là, ni ces organismes-là, il y a effectivement des relations entre des citoyens, des riverains, des habitants et la mairie. Julie Casaban, qui n'est pas là ce soir, mais qui a l'habitude, notamment dans les différents projets sportifs, de co-construire ces projets avec les associations et les sportifs concernés. C'est ce qu'on a fait sur des terrains de proximité, c'est ce qu'on a fait sur des rénovations, avec Nicolas Hauneveu et Arthur Coste, conseillers municipaux délégués. Donc c'est ça, quoi. C'est pas simplement des grands principes avec des grandes instances, c'est effectivement au quotidien qu'on peut être en capacité de faire participer les citoyens sur les différentes activités de la ville, et nous le faisons. Thomas Doublic, et puis ensuite Angelina, Fred, Sidbon, Thierry Michel-Zoa.
Merci Monsieur le maire. Je voulais revenir sur quelques points et faire amende honorable sur un sujet, puisqu'on est allé plus loin que ce qu'on avait défendu auprès des Agnérois, en proposant notamment la réfection complète du square Thomain, qui est un square important du quartier de Bécon et qui est, à nos yeux, pas suffisamment qualitatif. Et ce square, on l'avait en effet pas annoncé dans le cadre du programme municipal. Et nous avons lancé une concertation en lien étroit avec le conseil consultatif de quartier, puisque on a eu l'occasion de faire avec Thierry Sellier et l'ensemble des membres du CCQ une réunion de préparation avant que je rencontre l'architecte paysagiste avec lequel on travaille sur la réfection de ce square. Et je leur ai présenté lors de la dernière session du CCQ les esquisses qui étaient conformes, à mes yeux, aux échanges qu'on avait eus avec les Agnérois et avec les habitants du quartier, et qui ont validé l'essentiel, même la totalité, puisqu'il n'y a qu'un seul point qui faisait débat, mais débat déjà entre nous, et qui a fait aussi débat au sein du CCQ. Et je leur ai promis que, après le retour que l'on allait faire avec l'architecte paysagiste, on referait un point avec ce CCQ. Je le dis d'autant plus facilement que je pense être l'un des élus avec Cyril et Fred Sidbon qui sont le plus sollicités dans les différents CCQ, puisqu'il y a des sollicitations espaces verts dans l'ensemble des quartiers. On était avec Angelina Bournier-Charef il y a à peine 3 semaines dans le square du Souvenir français pour échanger justement sur les demandes des habitants et du CCQ de Nord sur ce square. Et j'anime aussi au sein du CCQ Centre que je préside, en l'occurrence, la même concertation pour 2 choses. Premier CCQ, la première vague des premières années, c'était sur Robinson. Et la deuxième, c'est sur des refontes assez structurelles du square Leclerc. Mais j'ai un regret, Monsieur Géanin, parce que vous considérez que la démocratie locale n'existe pas. J'ai un membre représentant l'opposition au CCQ Centre que je n'ai jamais vu. Et il s'appelle Romain Géanin. Et c'est vraiment dommage parce qu'on pourrait discuter, échanger, y compris sur les espaces verts importants de notre ville, avec vous, comme on le fait avec l'ensemble des habitants tirés au sort, et qui sont bien évidemment avec des idées assez claires et assez fermes, et parfois pas conformes aux nôtres d'ailleurs, sur ces aspects. Ensuite, je voulais revenir sur vos propositions et notre supposé manque d'ambition en matière écologique. C'est évidemment complètement faux. Je pense que notre rapport de développement durable le précise et le reprécisera à nouveau cette année. Et le ROB lui-même le précise, puisque dans le rapport d'orientation budgétaire, il y a tous les aspects qui sont mentionnés, notamment sur les économies d'énergie, le développement des voiries, des mobilités douces, le développement des parcs et jardins, la végétalisation des rues, puisque c'est aussi une de nos ambitions, la désimperméabilisation, et ces efforts sont récompensé, puisque vous nous avez un petit peu taclé gentiment en disant qu'on pensait qu'au fleurissement. En fait, on parle du rapport Ville et Villages Fleuris, où il y a 40 critères, et tous les critères sont des critères environnementaux, notamment notre engagement absolu sur le zéro phyto, notre souhait de biodiversité qui a été aussi reconnue par le maintien de notre label 2 étoiles apicité, enfin 2 abeilles, pardon, je dis ça à côté de ma collègue spécialiste des ruches. Donc ce sont des éléments qui sont plus que retenus. Ensuite, vous nous avez fait quelques propositions, je vais y revenir. Développement des pistes cyclables. C'est ce que nous réalisons, et il y a un travail dont on a déjà eu l'occasion de parler dans ce conseil et avec l'ensemble des instances de démocratie participative, plus les concertations de quartier, ce sont les voiries durables. Dans ces voiries durables, il y a un souhait de végétalisation et de développement des mobilités douces. Ensuite, vous nous proposez de faire de l'achat durable. Là, ça tombe bien parce que c'est ce que l'on fait, et sous le contrôle de notre collègue Guillaume Mar, élu aux finances et aux marchés publics, il sait qu'en CAO, où vous êtes aussi représentant et où on ne vous a jamais vu, Monsieur Géanin, il y a systématiquement des débats sur les aspects environnementaux, les critères environnementaux et les exigences environnementales de la ville. Et je peux vous dire qu'elles sont très supérieures à ce que font beaucoup de communes. Ensuite, la végétalisation des rues en prenant l'exemple de la rue Renan. Ils n'ont fait aujourd'hui qu'une végétalisation individuelle, ce qui est bien, mais en ce qui nous concerne, nous faisons de la désimperméabilisation et de la renaturation. Je prends l'exemple de la place Kapler, que j'avais déjà eu l'occasion de citer dans le bilan du rapport de développement durable l'année dernière. Ce sont 600 mètres carrés d'asphalte que nous avons supprimés au profit d'un espace réservé à la biodiversité et au cycle de l'eau.
Donc ces thématiques-là, ce sont des propositions qui sont intéressantes, et en l'occurrence, ces propositions sont satisfaites puisque c'est l'alpha et l'oméga de notre politique environnementale depuis le début de ce mandat. Et je pourrais rajouter aussi tout ce qui a été fait sur l'économie d'énergie dans les bâtiments, le plan LED que nous développons aujourd'hui dans les écoles pour faire des économies également à l'intérieur de nos bâtiments, le plan de transformation de tous nos véhicules, que ce soit véhicules de transport, mais aussi de tous les outils à moteur que l'on peut utiliser au sein de la ville, que ce soit dans les services propreté ou dans les services espaces verts. Bref, nous sommes sur tous les fronts pour aboutir aux objectifs de décarbonation et d'amélioration du milieu environnemental. Je vous remercie. Merci. Angelina Bourdieu-Charef, maire adjointe. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Jeannin, chaque année, c'est la même histoire. Il faut se répéter. D'ailleurs, vous répétez vous-même. En ce qui concerne le social, je rappelle que Mme Ravier donc, siège en tout cas au sein du conseil d'administration du CCAS. Elle vote avec nous tout ce qui s'y passe. Et je regrette que, en tout cas, il n'y ait pas de pont entre vous parce qu'il y a des choses qui se sont faites, qui ont été améliorées, qui sont décidées donc, pour 2024, comme par exemple 2 logements d'urgence supplémentaires, comme augmenter l'aide alimentaire pour les familles les plus précaires. Je ne vais pas tout vous citer, ça serait trop long. Je vous laisserai donc échanger avec votre collègue. En ce qui concerne la santé, dire qu'on ne fait rien pour la santé. Je rappelle que ce n'est pas une compétence municipale. Pour autant, depuis maintenant plus d'une année, nous donnons tout pour que nos Agnérois puissent pouvoir être soignés convenablement. Lorsque nous avons évoqué la situation sanitaire complexe de la ville et l'arrivée de la nouvelle maison de santé, on l'a avancé au sein de ce conseil municipal. Pas une seule question. Je dis bien pas une seule question. C'était comme une révolution. Donc de pouvoir accueillir 18 professionnels de la santé, donc 6 médecins traitants, en quartier QPV, pas une seule question. Ce qui veut dire que quand on fait bien, eh bien évidemment, on ne commande pas. C'est quand même dramatique. Hein. C'est quand même dramatique. Et dire qu'on ne fait rien alors qu'on a ramené donc, plus de 15% de médecins supplémentaires là cette dernière année, c'est vraiment se moquer du monde. Et pour vous rassurer, sachez que l'idée, en tout cas de notre majorité, est de pouvoir faire plusieurs annexes, en tout cas de ce principe de maison de santé dans tous les quartiers. En ce qui concerne les seniors, pareil, il ne se passe rien. Pour votre information, le CLIC, qui s'occupe donc des 60 ans et plus, c'est environ 3000 situations individuelles, 3000 situations traitées, reçues, visitées. La différence entre votre gestion de l'époque et la nôtre, pour parler en tout cas du budget que vous avancez, pas augmenter, etc., nous savons mieux gérer l'argent, tout simplement. On fait beaucoup plus de choses et on le sait, on est reconnu dans beaucoup de villes voisines pour bien faire le social, chose que vous-même, à l'époque, majorité de gauche, vous ne faisiez pas aussi bien que nous. Je regrette que vous avancez, que voilà, il y ait beaucoup de situations qui sont à l'abandon. Avez-vous une seule fois, je dis bien une seule fois, parlé d'une situation, pris contact avec moi? Rien. On ne vous voit jamais dans cette ville. On ne vous voit jamais. Donc c'est difficile pour moi, en tout cas, de pouvoir entendre ces critiques. Et d'autant plus pour nos 63 agents du CCAS. Ce n'est pas, en tout cas, honorer leur travail, qui a été particulièrement difficile depuis 2020. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci. Merci. Monsieur Sidbon, maire adjoint.
Merci, monsieur le maire. Après avoir entendu ça, je pense que les bras m'en tombent. Je me demande si monsieur Janin habite à Asnières, ou alors je me dis, plus c'est gros, plus ça passe. On ne pourra pas résumer, on ne peut pas vous répondre à tout, parce qu'à mon avis, on en a pour une journée, parce que c'est quand même 10 ans qu'on est élu, et ça fait 10 ans qu'on fait avancer la ville de façon tellement positive, mais il y a tellement eu de changements. Je vais prendre quelques points, parce que c'est vrai que mes collègues ont répondu sur pas mal de points déjà. Vous dites qu'on n'a aucune vision. Un exemple parmi tant d'autres, l'éclairage public. Alors oui, il y a une slide sur l'éclairage public, ça fait 1,8 million d'euros, et il y aura 100% de l'aide en 2026. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait des années quand même que vous êtes avec nous, élus. Depuis 2014, on est arrivés ensemble. Sachez que l'éclairage public, ça fait 7 ans maintenant qu'on le déploie sur Asnières, donc on a vraiment une vision. C'est qu'en fait, c'est un plan de 9,8 millions d'euros sur 8 ans qui permet d'avoir un plan de performance énergétique. Donc en fait, c'est écologique, puisqu'en fait, on a de la lumière LED, moins 40% d'économie d'énergie, avec une lumière LED directionnelle, donc qui n'éclaire plus le ciel, donc c'est bon pour la biodiversité. On éclaire une lumière, une sorte blanche, donc plus jaune, ça n'éclaire plus du tout les immeubles. Donc c'est une qualité de vie supplémentaire pour les gens, pour les Asniérois qui sont dans leurs immeubles. Et en plus de ça, ces candélabres sont intelligents. Donc quand on a vu avec monsieur le maire, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on disait « Oh là là, l'électricité augmente !» Et puis en plus ça pollue, c'est dur, etc. Nous, notre ville, là c'était sur TF1 ou France 2, enfin je ne sais plus, sur un journal de... notre ville, on éteint les lumières entre 21h et 6h du matin et après on rallume. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Asnières est toujours allumée. Pourquoi ? Parce que les candélabres sont justement intelligents avec des capteurs et ça permet de ne pas avoir 40% d'économie d'énergie mais 80% d'économie d'énergie puisque quand il n'y a personne, en fait les candélabres rabaissent leur luxe, ça s'appelle un luxe, permettant de bien éclairer avec la sécurité est là, puisque quand vous éteignez une ville, la sécurité vous fait des accidents, il y a pas mal de choses au niveau sécurité qui ne vont pas. Là, ce n'est pas le cas, c'est bien éclairé, mais 80% en moins de luxe fait que une consommation vraiment d'énergie vraiment soutenue, vraiment bonne. En même temps, s'il y a un piéton qui passe, une voiture qui passe, hop, l'électricité, le luxe revient à la hausse et ça permet justement d'avoir une vision. On y a déjà pensé à l'avance de tout ça, bien avant qu'il y a eu justement ces problèmes d'économie d'énergie à faire, etc. On a déjà pensé écologique, on a pensé solution, on a pensé numérique. Et puis vous me dites qu'il y a rien sur le vélo, rien sur les pistes cyclables, etc. Vous créeriez des pistes cyclables. Écoutez, j'en suis à peu près à mon 12e comité vélo depuis 2020. Bien sûr, on développe le vélo, mais pas que. On a plein d'analyses qui ont été faites par Artelia, comme je l'avais dit, il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. On est en train de travailler entre l'EPT, le département, la région, avec notre plan vélo. Donc il y a, monsieur le maire en a parlé, la passerelle qui va être là. La passerelle va aller sur quoi ? La passerelle donc, du pont d'Asnières, parallèle au pont d'Asnières, va arriver vers une piste cyclable sécurisée sur la grande rue Charles de Gaulle, qui va amener vers, par exemple, les 40 km de pistes cyclables qui existent sur Asnières avec plein de vélorues. Donc la prochaine vélorue en 2024, c'est la rue du Château, par exemple, puisque quand on part de la grande rue Charles de Gaulle, on permet d'aller justement vers la rue du Château par rapport à ça. On parle aussi, si on va de l'autre côté, au parc Robinson, on va avoir bien sûr un promenade bleue pour se balader à pied, mais aussi une piste cyclable aussi qui a été validée sur le parc Robinson permettant de le faire de l'autre côté à vélo. Enfin, il y a tellement de choses. Je l'ai démontré d'ailleurs, je l'ai expliqué à MDB, mais aussi déplacé à les bicyclettes, avec lequel on travaille très bien. L'autre association, c'est Paris-Ancel, côté Asnières, avec lequel ils sont toujours au comité vélo, auquel on participe énormément tous ensemble. La concertation. Alors là, il n'y a pas de concertation. Bon, alors, mon collègue Cyril Reclus vous a dit qu'on a été élu sur un programme. En effet, on a concerté, mais rien que sur la voirie. Mais ça fait des années, même avant, pendant le premier mandat, on a concerté. La rue Paul Gillet, par exemple, il y avait pas mal d'articles sur ça. On a fait venir les Asniérois
voter sur leur rue. On a fait pareil pour, par exemple, l'avenue Sainte-Lucie, pour voir tel ou tel arbre, qu'est-ce que vous voulez planter, tel ou tel arbre, la rue Victor Hugo. Ou alors, par exemple, l'avenue Casimir, là récemment, puisque l'avenue Flachat, mon collègue Thomas Doublic en a parlé, mais on va végétaliser différentes rues. Ça en a pour 5 ou 6 millions d'euros. L'investissement est là, c'est 6 millions d'euros par an pour la voirie. C'est 1,4 million d'euros pour l'avenue Flachat, rien qu'elle. On la met en fait en sens unique. Donc on va la végétaliser aussi avec tout ce qui se passe côté mobilité douce aussi. Et comme on a en sens unique, eh ben on a fait voter déjà. Est-ce que vous voulez en sens unique ou pas ? À 80%, ils ont dit oui. Donc à partir de là, les habitants de l'avenue Casimir nous sont venus nous voir en nous disant « Ah, mais là, on est apeurés parce qu'il va y avoir trop de voitures chez nous. » On les a pris, on les a écoutés. Sens interdit sauf riverain va être mis. La refonte totale en zone de rencontre, donc priorité aux piétons, où la voiture est tolérée, mais il y a la priorité aux piétons. On fait des zones de rencontre partout sur Asnières, avec du bioclair aussi, qui est en résine de pin. Donc là aussi, c'est bon pour les îlots de chaleur. Bref, tout ça fait que la rue Émile Zola, pareil, comme l'avenue Flachat, comme la rue RPC Gébert, toutes ces rues-là, ça fait des années qu'on en parle. Là, ça y est, on est en train de le faire. Donc, je vous le dis calmement, je vous le dis simplement, mais les bras m'en tombent, quoi. Est-ce que vous habitez à Asnières ? Je ne sais pas, je me pose la question. Et puis, je le finirai par, bien sûr, on l'a aussi parlé, les véhicules électriques. On a 84 maintenant places de véhicules électriques, on le développe petit à petit en fait sur Asnières. On a aussi de l'autopartage. Donc là, on a des Dacia Spring qui sont depuis 1 an et demi. On est la première ville d'Île-de-France à l'avoir fait. On a été faire on a eu un beau reportage sur BFM TV il y a plus d'1 an maintenant, où ils ont demandé aux Asniérois, ils les ont concertés. Alors on n'était pas au courant, les journalistes. Les Asniérois ont dit ah, c'est une très très bonne idée de Monsieur le Maire. En effet, grâce à ça, il va avoir moins de véhicules sur la route, puisque on va pouvoir avoir une voiture de disponible. Donc ça, c'est très très simple à faire. Et ben il y en a 8 aujourd'hui qui sont disponibles dans les 4 coins d'Asnières, que ce soit dans les Hauts-d'Asnières, dans le quartier Bécon, dans le quartier Bord-de-Seine ou dans le quartier Centre. Je pourrais encore continuer, mais je vais m'arrêter là. Mais franchement, les bras m'en tombent. En tout cas, écoutez, bienvenue à Asnières. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on ne vous voit jamais. Hein. C'est vrai que c'est dommage. Moi, je suis à la CAO. Je ne vous ai jamais vu depuis que je suis à la CAO. Et c'est vraiment dommage parce que vous auriez pu peut-être en parler avec nous. Je vous remercie. Bon, Monsieur Jeannin, on va pas faire de ping-pong sur les. Alors ouais, mais brièvement parce que non. Enfin, sincèrement, non, on va pas. Sinon, on n'est pas rendu. Donc non. Vous êtes bien gentil, mais on vous a entendu très longuement et bien plus longuement. Oui, mais tout le monde est mis en cause, hein, les uns et les autres, et Caroline Carmentran et Josiane Fischer, elle a été mise en cause. Elle ne demande pas la parole pour autant. Bon. Donc on va pas passer la soirée. Ça va pas être la soirée des mises en cause. Chacun a pu s'exprimer très longuement, très longuement, et nous, on a aussi quelques éléments à donner, voilà. Mais on va pas faire du ping-pong polémique, ça non. Oui, mais vos propositions, vous avez proposé des choses qui existent déjà. Je suis désolé quand vous dites soutenir les Asniérois face avec les bailleurs. On passe notre temps à ça. Je veux dire, on a des réunions toutes les semaines à peu près dans les différentes résidences. Et quand il n'y a pas des réunions, on reçoit des délégations et on intervient auprès des bailleurs sur les différents sujets. Donc, quand effectivement il y a 99% de vos propositions qui sont des choses qui existent déjà, voilà, ça veut dire que vous approuvez. On va terminer le débat maintenant, hein, parce que ah oui, Thierry Michel. Et puis ensuite, je dirais oui, le financier quand même, hein, parce qu'il a quand même quelques éclairages à donner. Je conclurai si vous voulez bien, et puis on passera à la suite, on aura d'autres débats. Et notamment le vote du budget, puisqu'il y aura effectivement des choses à dire aussi. Thierry Michel Isoard, maire adjoint. Merci, Monsieur le maire. Il a été dit que nous manquons d'ambition en termes d'investissement. Or, cette année va être un des plus gros programmes de construction. Le gymnase de la Forpe, Michelet, 2,4 millions d'euros, finalisation du chantier des Victoires, la crèche de la rue Buffon. Donc en matière d'investissement, je pense que Guillaume Mar en reparlera, c'est vrai que nous n'avons pas à rougir. Une deuxième chose qui a été dite, c'est que nous manquons de vision et de prospective. Je vous rappelle que pour lancer en fait des programmes, il faut un certain temps de gestation. Et il a été parlé de transition, et dans la transition, il y a également la transition énergétique. Alors vous savez que les bâtiments sont extrêmement consommateurs d'énergie. Et nous avons ici, à Asnières, 63 sites
dans ces 63 sites, il n'y a plus de chaudière au fioul. Et nous avons également engagé, il y a maintenant 2 ans, un programme avec notre prestataire Dalkia pour réduire les consommations d'énergie de 40% à l'horizon 2030 et de 50% à l'horizon 2040. Alors je suis régulièrement ces questions et je demandais au service du patrimoine de suivre notre prestataire. Les premiers éléments dont je peux faire part montrent que nous sommes dans cette trajectoire, donc dans cette trajectoire à 2030 et à 2040. Merci à vous. Merci. Bon, donc pour conclure sur le sujet, hein, avant de passer maintenant à la suite. Ah bah oui, tiens, parce que tu bouges tellement pas, je me demande qu'est-ce que tu deviens. Donc, je me réserve pour le budget. Voilà, il y a beaucoup de self-control, notre ami Guillaume Mar. Il bouge pas. Je suis pas endormi. Je me demande de temps en temps. Je ne suis pas endormi. non, mais voilà, statique. Vas-y, merci, on t'écoute avec plaisir. Déjà, en premier lieu, je voudrais remercier l'ensemble des agents et des élus qui ont travaillé sur ce rapport d'orientation budgétaire et sur le budget que je vous présenterai du coup au prochain Conseil. Je vous rappelle en amont que ce travail est le résultat de longues réunions et discussions menées par le service des finances avec l'ensemble des directions. Et bien sûr, chaque maire adjoint, notamment ceux qui sont exprimés, ont participé à cette préparation et des choix difficiles, bien sûr, ont été faits. Sans vouloir paraphraser la présentation de Marc, je souhaite insister néanmoins sur quelques points importants. Vous l'avez compris, notre situation financière est globalement bonne. Nous avons assaini les finances avec André Mancipos depuis 2014 en créant un cercle vertueux de gestion. Toutefois, il est important de rester prudent et de relativiser ces bons indicateurs. En effet, vous l'avez vu dans la première partie du rapport, nous restons dépendants de l'incertitude et du contexte national et international qui pèsent sur l'inflation et sur les prix de l'énergie. À titre d'exemple, la facture énergétique a plus que doublé entre 2021 et 2023, passant de 3,5 millions à 7,2 millions par an. Nos contrats de maintenance également, qui subissent l'inflation, ont augmenté de 500 000 € en 2023. Et nos contrats de prestation également dans la même proportion. Je ne pense pas que ce rapport manque d'ambition et je vais vous citer quelques projets visibles dans la ville, quand vous pourrez constater quand vous promenez. Notamment la destruction de la barre des Victoires, ça a coûté 900 000 €. Et un budget consacré au commerce, aux préemptions commerciales de 500 000 €, la réfection du stade Félix-Éboué à 1,7 million, le tennis du Ménil, 800 000 €. Ça, ce sont les projets les plus importants de l'année 2023. Nous avons également investi en interne, ça ne se voit pas forcément, dans une meilleure gestion, en faisant l'acquisition de nouveaux logiciels informatiques et de matériel informatique pour un budget de presque 1 900 000 € quand même. Et cela va se poursuivre en 2024. De nombreux projets ont été présentés par nos maires adjoints et toujours axés sur la qualité de vie et de service des habitants. Je vais parler notamment des prestations courantes, des nouvelles prestations notamment de dégraffitage, nouvelles prestations de maintenance des systèmes d'arrosage des parcs et jardins et également du matériel important pour la police municipale. D'autres grands projets, vous l'avez dit, Thierry Michel l'a dit, mettent du temps à sortir. Je parle notamment des travaux de la rénovation de la halle des 4 routes. Donc on va y consacrer à peu près un demi-million d'euros en 2024. Le réaménagement de le parc Robinson, à total de budget de 7 millions d'euros qui va débuter en 2024. La rénovation de la médiathèque Émile Bernard, 1,8 million. Et la construction d'un nouveau gymnase rue Paul Desroulettes, 2,9 millions inscrits en 2024. J'en parle à mes collègues adjoints aux finances du département. Tenir un budget de cette importance, tout en maintenant une pression fiscale à ce niveau, sans l'augmenter, relève d'un véritable défi. Et je pense que c'est ça vraiment notre principale orientation et notre ambition. Dans le même temps, le niveau d'investissement reste élevé. Je vous rappelle que nous allons faire plus de 200 millions d'investissements sur notre mandat. Et tout ça, la dette ne sera pas augmentée, voire elle va baisser significativement. Tout ça pour répondre sur la dette, nous la remboursons, mais nous finançons ces 200 millions d'euros grâce à l'autofinancement, grâce à la bonne gestion de la partie fonctionnement. D'autres villes qui n'ont pas été dans cette même optique,
ne pas augmenter la pression fiscale et des villes qui sont proches de nous. Je pense notamment à Courbevoie, qui a augmenté sa taxe foncière de 20%. Alors, ils partent plus loin que nous, mais quand même. Meudon, Sèvres ou Paris. Tout ça, pour vous dire qu'il s'agit d'un travail collectif, d'une équipe entière, des agents de la ville, des directeurs et surtout des élus qui tirent ces ambitions tous dans le même sens. Et ça se retrouve dans les critères, dans les classements nationaux que nous retrouvons. Merci. Merci, très bien. Pour conclure, alors il ne s'agit pas effectivement de revenir sur tous les points, juste de balayer un ou deux aspects. De regretter que dans l'approche de l'opposition, d'ailleurs, qui est une approche de pure opposition, là pour le coup, voilà, systématique comme on dit, il y a aussi une mise en cause d'entités qui ne sont pas électives, puisque, on l'a vu, la mise en cause notamment de tous les employés du service social, vie des retraités, etc., enfin, en disant qu'il n'y a rien qui se passe, qu'ils ne font pas le boulot, que c'est pas bien fait. Ben voilà, quoi. Bon, nous, quand on est mis en cause par l'opposition, c'est presque une habitude, mais que des entités individuelles, des travailleurs, des salariés, des fonctionnaires, le soir, c'est un peu le même esprit que tout à l'heure avec l'association de garderie pour les enfants, quoi. Ce sont des mises en cause d'intervenants sur le territoire communal qui font acte d'intérêt général et de bien commun. Ça me laisse toujours un peu perplexe, je ne vous le cache pas. Bon. Sur votre répétition année après année aussi concernant le plan d'investissement, mais enfin, je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé qu'il fallait absolument afficher en 4x3 un plan d'investissement formellement, quoi. Je veux dire, nous on sait effectivement, et on l'annonce budget après budget de façon très claire, on l'a annoncé en 2020, mais on l'annonce budget après budget. Quels sont les investissements projetés, comment est-ce qu'on avance, les différents investissements qui sont faits dans les différents domaines, dans les différents quartiers. Pas que les investissements d'ailleurs, le fonctionnement aussi, parce qu'il y a des services supplémentaires aux Agnérois qui sont du fonctionnement. Donc on l'annonce aussi très, très simplement. Et puis il y a des prestations donc immatérielles, qui ne rentrent pas dans un plan d'investissement, mais qui sont, on en parlait tout à l'heure, de la concertation ou de la démocratie locale. Bon, et ça aussi, les choses se passent. J'en reviens sur ce classement du JDD, là, mais qui n'est pas une fin en soi, et je suis toujours le premier à le dire, d'ailleurs dans ce que j'écris, je le précise aussi. D'ailleurs, tous ces classements en général, hein, même celui où on est 3e des villes marchables, tant mieux. Mais malgré tout, ça donne une tendance sur 200 critères, ce fameux classement, qui est une approche quand même équilibrée. Et c'est ce qui m'importe, moi. Plutôt que de faire formellement un plan d'investissement en listant, moi, le plan d'investissement, vous en parlez. Bon, plan d'investissement qui avait été fait pendant la mandature durant laquelle vous étiez élu, M. Guillard, vous-même, donc cette majorité de l'époque écolo-socialiste. Votre plan d'investissement est commencé par un engagement, je me souviens, en gros, de ne pas augmenter les impôts locaux. Bon, ça c'était en 2000, c'était à votre arrivée, en 2008, c'est ça. Et puis en 2009, la manière a connu sa plus forte hausse des impôts locaux de son histoire. Donc si vous considérez effectivement qu'un plan d'investissement c'est comme ça, que c'est malléable à l'envie, et puis qu'on écrit des trucs, et puis que l'année d'après on n'est pas obligé de les suivre, c'est pareil. Tout à l'heure on parlait du Vélib avec Fred Sidbon. Je me souviens que dans ce plan d'investissement à l'époque, il y avait un engagement noir sur blanc aussi, qui était que Asnières allait accueillir Vélib. Bon, ça n'a jamais été le cas pendant toute votre mandature. Donc, pour moi, j'ai toujours considéré qu'il vaut mieux, effectivement, être en capacité d'avancer sur les investissements de façon concrète, avec un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, en tout cas, monsieur Guillard, la période du Covid que personne n'aurait pu prévoir, la crise internationale que personne n'aurait pu prévoir non plus, donc des entreprises qui font faillite parfois, notamment sur la grosse rénovation, reconstruction de l'école Michelet. Et c'est vrai que sur un budget conséquent et pour un très beau projet, à un moment, au milieu du processus, il y a une entreprise qui a fait faillite. Voilà, donc il a fallu refaire un appel d'offres et relancer le processus. Mais je pense que dans ces périodes qui sont un peu troublées et très instables, plutôt qu'aller s'embarquer dans un truc très formel, il vaut mieux d'abord annoncer la couleur et les orientations, et ça, on le fait depuis le début du mandat.
Il n'y a pas un Agnérois, à part vous, qui ne sache où est-ce qu'on veut en venir. En tout cas, nous, tous ceux qu'on a vus pendant toute cette période des vœux, mais même tout au long de l'année, c'est pareil, ils savent où on veut en venir, c'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent nos projets d'investissement, ils connaissent la base de tout, c'est-à-dire la gestion des finances. Et puis après, effectivement, ils voient la différence. Alors, on n'est pas là tout le temps pour se comparer avec ce qui se passait de 2008 à 2014, parce que maintenant, le temps a passé. Mais enfin, quand même, c'est quand même dans la rubrique « Faites que ce que je dis et pas ce que je fais ». Mais sincèrement, quand vous parliez de la santé tout à l'heure, il faut juste rappeler à ceux qui nous suivent que quand on est arrivé en 2014, le centre municipal de santé était en faillite. Voilà. Donc vous l'aviez laissé, votre gestion de l'époque, socialo-écologiste, M. Guillard, Géanin et d'autres qui n'étaient pas là, ont laissé le centre municipal en faillite. Bon, c'est comme ça. On a redressé les finances comme on a redressé les finances de la ville. Parce que vous avez beau brandir toujours les emprunts toxiques, vous avez été incapable de les gérer pendant votre mandat. À part médiatiquement, en ayant des déclarations à l'emporte-pièce et avec M. Pietrasanta à l'époque qui était allé voir la banque, qui avait fait une délégation pour aller à une assemblée générale de la banque d'Exia. Mais bon, ça n'avait pas fait avancer le schmilblick et il y avait toujours autant d'emprunts toxiques qui ont été réglés en 6 mois quand on est arrivé en 2014. Et tant mieux pour les Agnéroises et les Agnérois, parce que c'est ce qui importe avant tout. J'en terminerai là-dessus pour vous dire que, d'abord, sur le fait de ce que je dis, pas ce que je fais, c'est quand même quelque chose toujours qu'il est utile de rappeler, parce qu'on a des nouveaux Agnérois, des nouveaux habitants de la ville, et qui ont toujours soif d'apprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi est-ce qu'on a pu redresser la ville depuis 2014 dans une période ramassée de 3 ans, et puis qu'après on a pu repartir sur des investissements. Et j'en terminerai juste par une petite accroche à M. Géanin et puis à M. Guillard, qui était là, donc très actif de cette fameuse majorité de l'époque verte PC et PS. Quand vous nous interpellez ce soir en disant il n'y a pas de démocratie locale, il n'y a pas de concertation et il n'y a pas d'écologie, je vais vous inviter à juste regarder avec moi un tout petit film qui va peut-être vous rafraîchir juste un tout petit peu la mémoire. Voilà. Petite séance cinéma, bon, et puis après on conclura et puis on votera sur les orientations si vous voulez bien. Bien, simplement pour vous dire que je n'ai pas souvenir, messieurs Géanin, Guillard et autres socialo-écologistes, que vous ayez concerté sur ce sujet à l'époque, parce que je ne pense pas que les riverains et les Agnérois auraient supporté que vous coupiez des arbres centenaires, et que 2, en matière d'écologie, on n'a effectivement pas de leçons à recevoir. Au moment où nous plantons, nous, des espaces verts, on ne rase pas les arbres de la place de l'hôtel de ville.